BX1+. Le face-à-face. Dans le face-à-face aujourd'hui, on va parler du gouvernement bruxellois et on va essayer de répondre à une question. Mais où est-ce qu'il en est, ce gouvernement bruxellois? Alors, on aura 3 avis sur la question. Nous aurons tout d'abord Pauline de Glume, qui est journaliste à l'Écho, qui s'occupe notamment de tout ce qui est bruxellois. Véronique Lamquin, qui gère les pages bruxelloises du soir, à ses côtés. Et juste en dessous, Pascal Deluitte, qui est politologue à l'ULB, un académique qui va nous donner son avis aussi sur comment évolue ce gouvernement bruxellois. Alors Arnaud Bruckner, quel constat on peut faire de ce gouvernement bruxellois à ce stade-ci de son existence? Il y a des dossiers encore qui restent en rade, hein? Oui, plusieurs dossiers sont ou ont été une source de conflit entre les membres de la majorité PS, Défi et Écolo. On commence d'abord par l'affaire du port du voile à la Stib, où une jeune femme avait porté plainte pour discrimination car elle ne pouvait porter son foulard. Si Défi voulait que la Stib fasse appel, Écolo et le PS ne le souhaitaient pas. Finalement, la Stib doit revoir son règlement de travail. Ensuite, autre dossier, Smart Move, la taxation intelligente au kilomètre portée par les Verts mais refusée par le PS. Le dossier est remis à la prochaine législature. Vient après le dossier du CST avec une communication confuse entre le ministre-président Rudy Verwoerd et le ministre de la Santé Alain Marron. Ajoutons encore à cela l'abattage sans étourdissement porté par Défi et problématique pour les 2 autres partenaires. La désignation de la nouvelle directrice d'Actiris, Christina Amboldi, chef de cabinet adjoint de Bernard Clairfailly, alors que le PS aurait plutôt vu sa candidate, la directrice de Bruxelles Formation. Et enfin, le futur plan taxi déposé par Rudy Verwoerd, qui doit encore être discuté et qui pourrait crisper l'Open VLD. Ça fait une liste à l'après-vert, tout ça, ça fait beaucoup de choses. On va tout de suite demander l'avis de nos 3 débattants, pour savoir un petit peu quelle cote il donne à ce gouvernement. Est-ce qu'il a déjà fait le taf? Est-ce qu'il a fait le boulot? Commencez, Pauline de Glume, par vous. Est-ce que vous lui donneriez une cote sur 10 qui serait une bonne moyenne? Oh non, je ne vais pas me risquer à donner une note comme ça. Non, je n'ai pas assez réfléchi. J'ai pas à ce stade repris ne serait-ce que la déclaration politique générale pour revoir ce qui avait été fait depuis. Mais c'est vrai qu'on sent qu'après 2 ans, j'imagine c'est classique dans tout gouvernement, c'est que voilà, il y a un accord de majorité, il y a des partis avec différentes sensibilités et petit à petit, oui, c'est sûr, ça se fissure, les différences entre partis se font ressentir au fil des dossiers, il y a des éventuelles frustrations qui se créent, il faut juste pas que ça devienne immobilisant. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est compliqué parce que il y a cet argument maintenant qui vient pour l'abattage rituel de dire « Ah, mais ce n'était pas dans la DPG, donc hop, on essaye de neutraliser et de dire qu'on ne s'en occupera pas. » Sauf que la STIB, au niveau des ports du signe convictionnel, c'était aussi quelque chose qui n'était pas dans l'accord de majorité et ça n'a pas empêché certains d'aller sur ce dossier. Donc voilà, c'est vrai qu'on voit qu'on va au-devant et peut-être de plus en plus de dossiers difficiles. Véronique Lamquin, vous trouvez aussi qu'il y a beaucoup de dossiers difficiles ou ça vous semble plutôt normal pour un gouvernement régional? Je pense que c'est normal qu'un gouvernement, quel qu'il soit, régional ou pas, ait des dossiers difficiles, en ce compris des dossiers qui n'étaient, comme vient de le dire Pauline, peut-être pas prévus dans l'accord de gouvernement, mais qui s'imposent. Si on veut pousser le bouchon le plus loin possible, le Covid, c'était pas non plus prévu dans un accord de gouvernement et il le gère depuis 2 ans. Donc je pense que les dossiers difficiles, ça ne me semble pas anormal. Ce qui me semble anormal par rapport à ce qu'on vit généralement à Bruxelles, c'est le degré de tension qui commence quand même à monter assez sérieusement. Alors jusqu'à présent, on nous a souvent dit « oui, mais les tensions qui s'expriment au gouvernement, qui s'expriment ne sont pas exprimées à la table du gouvernement, mais dans le chef de groupe au Parlement ou des présidents de fédérations bruxelloises, etc. » Je pense que l'exercice budgétaire qui a été conclu la semaine dernière a montré clairement qu'il y avait des gros problèmes au sein du gouvernement aussi, de tensions. Il y a un manque, je pense, de cohésion dans ce gouvernement et ça s'est assez fort marqué à l'occasion du conclave budgétaire. Pascal Deluitte, votre avis d'abord général, hein, on rentrera dans les dossiers après. Est-ce que ce gouvernement roule normalement? Je n'entends pas. Pascal, votre micro n'est pas bien branché. Voilà, là, je crois que ça ira mieux. Il ne roule pas vraiment normalement. C'est vrai que la situation n'est pas optimale avec la crise du Covid, mais clairement, la dynamique dans le gouvernement n'est pas une dynamique extrêmement positive. Les relations entre certains ministres ne sont pas bonnes. Un grand nombre de dossiers n'avancent pas parce qu'on a cité beaucoup de dossiers, mais
au fond, dans la déclaration de politique du gouvernement, il y a des dossiers encore plus importants qui réfèrent à la question environnementale, qui réfèrent à la question du logement. Ces dossiers-là n'avancent pas beaucoup non plus, donc on n'est pas dans une dynamique très positive dans ce gouvernement bruxellois, indubitablement. Donc vous êtes plus sévère finalement en disant que ce gouvernement n'avance pas. Il n'aura pas. Quand on arrivera à la fin de la législature, d'après vous, il aura fait quelle part de sa déclaration de politique régionale? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que justement, à partir du moment où la dynamique n'est pas bonne, à partir du moment où les relations entre personnes se tendent, et sachant par ailleurs qu'il y a quand même inscrit dans la construction de ce gouvernement une interrogation sur le futur premier parti de la région, ça devient difficile de faire avancer les dossiers et surtout de faire avancer les gros dossiers. Ça devient difficile non seulement budgétairement, on a vu toute la difficulté de la confection du budget dans les semaines qui ont précédé, mais ça devient aussi difficile politiquement. Est-ce que le Covid n'est pas une bonne excuse pour ne pas arriver à aboutir sur certains dossiers, Véronique Lamkin? Je ne pense pas qu'il se retranche spécialement derrière le Covid. C'est vrai que objectivement, le Covid a monopolisé le temps, l'énergie et les moyens de tous les gouvernements du Royaume depuis mars 2020. Mais je ne pense pas qu'ici, il se soit retranché derrière ça. Je pense qu'il y a dans ce gouvernement, comme vient de le dire Pascal Deluitte, un manque d'alchimie. Il y a des personnalités qui ne s'entendent pas, et c'est comme ça depuis le jour 1 de ce gouvernement. Ça ne se voit pas toujours beaucoup parce que ce n'est pas le gouvernement sur lequel on met le plus de focus. Ce ne sont pas non plus des personnalités qui s'expriment sur les réseaux sociaux comme on peut le vivre avec la Vivaldi ou fédérale, mais l'entente n'est certainement pas cordiale. Et je pense que les tensions se sont aggravées ou exacerbées ces derniers temps. Alors on entend aussi dire que Rudy Vervoort ne joue pas suffisamment son rôle de chef, que certaines personnalités sont davantage préoccupées par le fait de bloquer les points de quelqu'un d'autre qu'autre chose. Et donc il y a un problème d'alchimie, oui, je dirais, dans ce gouvernement qui, me semble-t-il, n'a rien à voir avec le Covid. C'est peut-être le moment, Arnaud Bruckner, d'en venir à la deuxième partie de notre débat. C'est un peu savoir quel est l'équilibre entre les différents partis, entre les différents partenaires, parce qu'on a vu dans les derniers sondages que ça bougeait. Hein. Oui, dans le dernier grand baromètre le soir, RTL Ipsos de septembre, PS, MR et Écolo sont en coude à coude. PS et Écolo sont en légère hausse, mais les Verts restent le premier parti avec 19,1% des intentions de vote. Le PS obtient 18,6% et le MR 18,5%. Mais avec la marge d'erreur, difficile de dire qui serait vraiment en tête si on devait voter demain. Le PTB, lui, reste autour des 15% d'intention de vote et grappille des voix socialistes. Défi reste avec 10% et le CDH poursuit sa lente descente pour recueillir uniquement 3,7% des intentions de vote. Côté néerlandophone, la NVA fait une chute spectaculaire, passant de 4 à 2,6% pour être aussi au coude à coude avec Groen et le VLD. Il n'y a que Voorhout qui augmente légèrement avec moins de 1% des voix. Pascal Deluitte, est-ce que ces sondages influent sur la manière dont travaillent les différents partis de la majorité ? En l'espèce, je ne crois pas. C'est-à-dire que, d'une part, on sait qu'il y a toujours plus de marge dans les sondages qui concernent Bruxelles parce qu'il y a moins de sondés et donc la marge d'erreur est plus grande, donc il faut les prendre encore avec plus de recul. Par ailleurs, je dirais le puzzle politique est quand même assez bien connu sur la base des résultats des élections de mai 2019. On sait qu'il y a une lutte acharnée entre le PS et Écolo pour le statut de premier parti et qu'il y a aussi une réflexion sur la nature des partenaires. Après, on sait aussi que d'autres partis sont engagés dans des voies de recomposition. Bien sûr, c'est le cas du CDH, dont on verra ce qu'il deviendra en février 2022. Défi a été sollicité, a pour l'instant répondu non. Donc on est dans un moment de transition qui concerne à la fois les partis, leur statut, mais aussi les personnes. Il faut le souligner. Hein, on a beaucoup d'interrogations sur qui portera les couleurs pour la ministre-présidence de chacun des partis en 2024. Donc, je dirais que ce gouvernement est aussi une transition à l'aune des personnes. Cette bataille pour le leadership, notamment entre PS et Écolo, vous le sentez, Pauline de Glum, quand vous suivez le gouvernement dans ses activités ou les ministres dans leurs activités ?
Ah oui, c'est ce qu'on peut ressentir, mais je dirais que pour rebondir sur la pression que peuvent venir les sondages, tout ça, c'est ce que j'ai le plus l'impression de ressentir, c'est une pression quand même de ce PTB qui monte et on sent que ça pèse enfin que ça joue sur certaines politiques qui sont préconisées par le PS et peut-être même écolo. Et je dirais que quand Véronique disait qu'il manquait de cohésion dans ce gouvernement, et c'est vrai qu'on le ressent, et je me demande si ça, notamment, ça ne joue pas, parce qu'on sait que la composante des filles est quand même plus au centre, et que dans le fait qu'il n'y ait pas de cohésion, c'est peut-être parce qu'il y a justement un PS et un écolo qui vont à gauche, toutes sous cette pression du PTB, et du coup, c'est des partis qui vont de moins en moins pouvoir se retrouver, parce que dans tous les dossiers qu'on a cités qui sont difficiles pour la majorité, c'est quand même souvent avec des filles qui est un peu à part, que ce soit tout récemment avec l'abattage rituel, mais pendant le budget, c'était aussi le ministre Claire Fahy notamment qui butait apparemment beaucoup sur la trajectoire pluriannuelle. Sur la STIB, ils avaient été aussi un peu à part, et donc voilà. La concurrence entre PS et écolo fait qu'il y a un vrai front PS écolo contre tous les autres au sein du gouvernement, Véronique Lamka? Vous sentez ça aussi? Non, donc je suis d'accord avec Pauline sur le clivage qui est apparu sur les dossiers qu'elle a cités. C'est clair que sur tous ces éléments-là, il y avait un clivage avec des filles. Mais à l'inverse, je pense qu'il y a une très vive concurrence entre PS et écolo depuis le lendemain des élections de 2019 et qu'elle joue, elle aussi, contre l'alchimie ou la cohésion du gouvernement. Et que cette concurrence-là, elle n'était peut-être pas très visible au départ à la table entre un Rudy Vervoort ou une Nawal Ben Amou d'une part et Alain Marron de l'autre. Elle est très vive entre les deux forces politiques, les deux fédérations. Et je pense que maintenant, elle va quand même s'exprimer aussi à la table. Je pense qu'un élément qui a notamment joué, divisé encore plus quelque part PS écolo jusqu'au sein du gouvernement, c'est le CST, le pass sanitaire, où les socialistes, et notamment Rudy Vervoort, étaient très forts en pointe pour monter ce dossier et n'a pas spécialement apprécié l'impression qu'a pu laisser Alain Marron d'y aller à reculons, de ne pas vraiment jouer cette carte-là, etc. Et je pense que ça, c'était un élément où, clairement, à la table du gouvernement, PS écolo était en tension. C'est effectivement, vers l'extérieur, c'est peut-être la tension qu'on voit le plus. C'est celle entre le ministre-président et son ministre de la Santé, Pascal Deluitte. De manière générale, oui, entre le ministre-président et son ministre de la Santé, et entre le PS et écolo. On sait que beaucoup d'édiles bruxellois reprochent à Alain Marron sa gestion de la crise du Covid, reprochent à Alain Marron de ne pas aller de l'avant. Bien évidemment, l'interview au journal Le Soir de Raja Maouane a fait beaucoup de mal aussi dans la relation entre le PS et écolo, et désormais, il n'est plus rare, alors que le gouvernement bruxellois était plutôt épargné en la matière, que les partenaires gouvernementaux, je dirais, s'écharpent dans les médias, voire même sur les réseaux sociaux. Donc, c'est clair que, on l'a beaucoup déjà souligné, la dynamique n'est pas bonne, et bien sûr, il y a des effets de pression de l'électorat du PTB, mais la relation en particulier la relation entre le PS et écolo est une relation qui est aujourd'hui extrêmement tendue. Alors, vous faisiez allusion à l'interview de Raja Maouane dans Le Soir, mais justement, qui est l'homme fort du gouvernement aujourd'hui? Donc, pour Raja Maouane, c'était clairement Alain Marron, donc c'est ça qui avait suscité quelques considérations négatives. Mais pour vous, Pascal Deluitte, qui est l'homme ou la femme forte de ce gouvernement? C'est un gouvernement, il ne faut jamais l'oublier, c'est un gouvernement à 6 partis, ce qui est énorme, 3 partis francophones, 3 partis donc il n'y en a pas, c'est ça donc, que vous voulez dire, il n'y en a pas. C'est le ministre-président, mais c'est clair qu'il y a certains ministres dans ce gouvernement qui ont des compétences de niche, qui s'en sortent plutôt bien. Elke van den Brand, je crois, s'en sort bien dans ses dossiers et dans la politique qu'elle souhaite entreprendre. C'est évidemment plus dur pour le logement. On voit que c'est quand même plus compliqué pour Madame Ben Amou, et on n'a pas été frappé non plus par, je dirais, la qualité de la gestion de la crise Covid, certainement dans la première et dans la deuxième phase. Donc, s'il y a quelqu'un qui ressort sur ces dossiers, c'est plutôt Elke van den Brand. En coordination, le ministre-président reste la personne de référence. Est-ce que le ministre-président est le leader de ce gouvernement, Véronique Lamka?
Mais je pense que Rudy Verwoerd, enfin, je ne suis pas dans sa tête, mais n'a pas une personnalité qui le met le plus à l'aise dans ce type de coalition. Il ne faut pas oublier que sous la précédente législature, le gouvernement faisait très peu parler de lui parce que c'est une tradition à Bruxelles d'avoir un gouvernement qui communique peu ou mal. Le gouvernement précédent a quand même fait pas mal d'avancées, a résisté à la crise provoquée par Benoît Ludgen avec le CDH qui voulait débrancher la prise. Et tout ça, on l'a beaucoup attribué à l'époque à Rudy Verwoerd, en disant que Rudy Verwoerd avait réussi, sans faire de vagues, à garder justement la cohésion de son gouvernement et à faire avancer une série de choses sans nécessairement en prendre le crédit ni prendre la lumière. Ici, il est dans un autre contexte où il y a un gouvernement où les relations sont beaucoup plus dures, beaucoup moins collégiales, et beaucoup de gens disent que c'est quelque chose qui convient moins à sa personnalité de chef et qu'il devrait s'affirmer et davantage siffler la fin de la récréation ou davantage remettre les uns et les autres à leur place, ce qu'il fait moins volontiers. Lynn de Glum, est-ce que vous voyez aussi Elke van den Brand comme la personnalité qui ressort le plus et le ministre-président comme une espèce de coordinateur seulement, mais pas comme leader? Pour Elke van den Brand, j'ai plus l'impression que c'est parce qu'on surtraite les dossiers de mobilité à Bruxelles et que c'est des sujets qui font polémique. Donc, en effet, elle apparaît... On en fait trop sur la mobilité, selon vous? Je pense que c'est un sujet qui intéresse énormément la classe moyenne, qui explique peut-être qu'on le surtraite, mais je pense qu'il y a des problématiques à Bruxelles dont on parle vraiment assez peu, tout ce qui est de la problématique du logement, le nombre de familles mal logées. Quand on voit le temps qu'on passe à parler parfois de une ou l'autre piste cyclable, d'un aménagement sur une rue, alors qu'il y a quand même des milliers de personnes en difficulté pour se loger, oui, je pense qu'il y a un effet loupe de médiatisation sur la mobilité qui fait qu'elle apparaît qu'elle apparaît beaucoup. De là à en faire une femme forte du gouvernement, je ne sais pas. Très d'accord en tout cas avec Véronique sur ce qui peut expliquer la position de Rudy Verwoerd, qui avait une entente, je pense, naturelle beaucoup plus forte sous la précédente législature avec son ami Guy Van Engel. Ça se passait très bien avec Didier Gauzin et avec Céline Frémaux. Et à mon avis, ici, il s'éclate un peu moins. C'est moins facile et ce n'est pas quelqu'un qui, visiblement... apprécie de devoir taper du poing sur la table ou jouer les arbitres. Il l'a fait à quelques toutes petites occasions, justement, sur plus qu'était crise sanitaire, quand il s'agissait si je me souviens bien, d'imposer le masque généralisé ou la fin de l'été, de revenir sur ce qu'était pas sanitaire, Covid Safety Kit, pour marquer, sa volonté d'en faire un. Donc il peut le faire, mais c'est visiblement pas quelque chose qu'il aspire à faire davantage. Pour terminer ce débat, Pascal Deluit, est-ce que ça veut dire que ce gouvernement va continuer comme c'est un peu K1, KA, avec ces tiraillements internes jusqu'au bout? C'est comme ça que vous le voyez? Oui, c'est plutôt comme ça que je le vois, effectivement. Je crois que le gouvernement va aller K1, KA, qu'on va avoir du mal à trouver, et je crois qu'on a bien cerné les difficultés, qu'on va avoir du mal à trouver une dynamique porteuse, et qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du scrutin régional, on en est encore loin, mais au fur et à mesure qu'on va s'en rapprocher, fatalement, la dynamique conflictuelle va s'affirmer entre partis, entre personnes, sur le statut de ministre-président et à l'intérieur des partis, parce que ça, c'est aussi une des choses qu'il faut souligner, c'est qu'en fait, il y a aussi une assez faible homogénéité à l'intérieur des partis, non seulement qui composent le gouvernement, parfois aussi de l'opposition, mais ça, c'est une nouveauté, et parfois, des éléments de faiblesse. Je pense qu'une des difficultés de Rudy Verwoerd, c'est qu'il doit, plus qu'à l'accoutumée, en tout cas plus que dans le précédent gouvernement, aussi affirmer le point de vue du PS, c'est-à-dire face à Mme Benamou qui apparaît très en retrait, il doit à la fois jouer le rôle de ministre-président et le rôle de représentant du PS, qui n'est pas non plus la chose qu'il aime le plus. Véronique Lamquin, vous aussi, si vous regardez dans votre boule de cristal, comme les gouvernements régionaux ne peuvent plus tomber, comme c'était le cas des gouvernements précédents, il y a plusieurs dizaines d'années, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être au point mort pendant quelques mois?
Je n'ai pas de boule de cristal, donc je n'aime pas affirmer des choses, mais je vous dirais volontiers, comme Pascal Delutte, hélas, que ce gouvernement va avancer qu'à un cas, en concluant des accords comme il vient de le faire pour le budget, en renvoyant les sujets qui fâchent au Parlement si c'est possible, et en n'étant pas exonéré d'une série de tensions qui apparaîtront et qui seront de plus en plus vives au fur et à mesure qu'on approchera de la fin de 2023, puisqu'ensuite on sera dans la campagne électorale. Donc je ne vois pas d'amélioration nette et je ne vois pas non plus la dynamique porteuse arriver, d'autant que chaque parti est engagé dans une course à que vais-je engranger d'ici 2024 et que singulièrement pour le PS, le chrono tourne avec cette volonté de pouvoir trouver une solution logement pour 15 000 ménages à Bruxelles. Et c'est une échéance qui était déjà difficilement tenable, pensaient beaucoup d'observateurs, avant le Covid. Le Covid, pour le coup, est sincèrement passé par là, mais c'est quelque chose qui est crucial pour le PS, parce que c'est la compétence principale qu'ils ont choisi de prendre dans ce gouvernement, et que c'est là-dessus que le PTB leur fait sans doute le plus de tort, sur la crise du logement, qui est très importante, comme l'a dit Pauline il y a 5 minutes. Donc je crois que Pauline vous dirait la même chose en matière de conclusion. On verra ce qui va se passer en matière de logement et dans les mois à venir. En tout cas, ils ont dans les objectifs, les gros objectifs de la DPR, c'est clair que c'est des choses pas évidentes. Les 15 000 logements, c'est énorme. Sinon, il y avait aussi la transition écologique. C'est pas des petites mesures à faire passer. Donc, dans un contexte budgétaire strict et maintenant des tensions qui s'accumulent, c'est vrai que c'est sans boule de cristal. On n'imagine pas un bilan vraiment waouh à la fin de la législature. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange sur l'avenir et le présent du gouvernement bruxellois.